Messieurs, bonsoir, pardon, bonjour ou gros bonjour pour celles et ceux qui étaient là ce matin. Frédéric Doré, animateur de garde pour toute question relative au sol. N'hésitez pas. Bienvenue dans cette 10e journée mondiale des sols qui, comme toute JMS qui se respecte, est une JMS au pluriel. Elle va durer 8 jours. C'est la 10e dans le monde et en France, puisque depuis le début 2014, la FES, l'Association française d'études du sol, l'organise. Donc depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes le 335e jour de l'année. Si j'ai bien compté, nous sommes le 1er décembre pour vous agréer 3 émissions spéciales de ce webinaire modeste et génial, C'est dans le sol, créé il y a 3 ans à l'occasion d'une certaine pandémie, souvenez-vous, webinaire créé par la SCOP Rhizobiome. Et la non moins modeste et géniale, Céline Thomas, que je salue. Voilà donc 3 webinaires qui vont s'enchaîner, qui s'enchaînent depuis ce matin les uns derrière les autres, qui s'insèrent dans un programme de 8 jours qui a débuté hier avec 1000 étudiants. Alors cette année, 10e JMS, une innovation, c'est une organisation qui a été faite à 4 réseaux, avec 4 réseaux, donc la FES, le GIS Sol, le Ernest et le RMT Sol et Territoire. Comme j'ai dit ce matin, ne me demandez pas de délier ces acronymes, je n'y arriverai pas. Pourquoi? Bien parce que c'est plus simple de travailler à 4 et en même temps, ça permet d'apprendre à travailler ensemble, ce qui est toujours mieux quand on parle de transversalité à l'occasion des sols. Un contexte, c'est très particulier cette année, il l'était déjà l'an dernier, mais encore un peu plus cette année, c'est plus que le projet, la perspective d'un vote de la directive sol, de la future directive sol, appelons-la comme ça, son intitulé est un peu plus grand, qui pourrait changer pas mal de choses, en tout cas qui prouvent que d'un point de vue politique, les sols sont arrivés à devenir un acteur, si ce n'est incontournable, du moins visible, ce qu'ils n'étaient pas avant. Cette année, le thème défini par la FAO, c'est Soil and Water Source of Life, qui a été transformé en le rôle du sol dans le cycle de l'eau, thème que l'on décline en 3 sous-thèmes depuis ce matin. Nous avons vu en milieu urbain, nous verrons tout à l'heure dans les zones humides et les espaces naturels, et nous allons voir tout de suite le sol et le cycle de l'eau. Donc, en milieu agricole et forestier, juste une chose, l'Association française d'études du sol, c'est 380 adhérents, c'est beaucoup, mais c'est pas assez, il en faut toujours plus, donc n'hésitez pas à adhérer d'ici la fin de l'année et vous ferez très plaisir à Sophie Raous, sans laquelle il n'y aurait pas de JMS. Je la salue également et je vous demande de saluer en même temps que moi Isabelle Cousin, Bertrand Laroche, Benoît Louchard et Noémie Pousse. Alors Noémie Pousse se cache, elle a des problèmes de liaison, mais elle devrait réapparaître à l'énoncé de son nom. Isabelle Cousin, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, directrice de l'unité info et sol. Vous tenez à ce et vous avez raison. Bertrand Laroche, vous êtes le directeur adjoint de l'unité info et sol. Benoît Louchard, vous êtes chef de l'équipe eau et environnement à la Chambre d'agriculture du Val-de-Loire, et Noémie Pousse qui est enfin là avec une liaison hasardeuse, mais ça devrait aller, le son a commencé à décliner, il va mieux, mais depuis qu'il va mieux, c'est l'image, mais ça devrait aller, et vous êtes passé de l'horizontale à la verticale de l'arbre, vous travaillez à l'ONF, vous êtes chargé recherche et développement pédologie au pôle recherche et développement et innovation de l'Office national des forêts. Bonjour, c'est la 2e émission. Combien vous êtes? Vous êtes 170 et ça continue de monter, 171. Je dois dire qu'en 3 ans d'émission, c'est dans le sol. Vous savez, on démarre toujours à 100, la jauge de 100, et ça a été très très vite, plus vite que prévu. On a failli être surpris. Jacques Thomas qui est aux commandes et moi. Alors, le sol dans le cycle de l'eau en milieu agricole et forestier, on en a beaucoup parlé pendant les 2 jours que j'ai animés là, avec les élus qui gèrent les bassins, qui gèrent l'eau en France. Ça revient comme le chou. Alors, le sol en milieu urbain, mais le sol en agriculture. Et puis, on a beaucoup parlé en guise d'introduction pendant les inondations qu'il y a eu là par chez moi du côté de Boulogne. Et puis, quand il n'y a pas d'eau lors des canicules, le sol est devenu un acteur majeur en ce sens que, voilà, il n'y a pas besoin de grandes bassines. La plus grande des bassines, c'est le sol, un sol de qualité, un sol bien vivant.
C'est une réserve en eau, donc attention, ne pas y toucher. Et voilà, on laboure plus, on met plein de vie. Et ça fera une réserve considérable pour l'agriculture. Et nous autres, Isabelle Cousin, y aurait-il des idées reçues là-dedans quand on dit qu'un sol vivant est forcément un sol riche en eau, qu'il est forcément une excellente réserve utile. Alors je sais que réserve utile, réservoir utile, voilà, c'est un peu une discussion sur le sexe des gens, mais vous avez votre définition à vous. Mais je veux bien l'entendre, mais il faut appuyer sur votre micro. Voilà, Oui, Isabelle. merci Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me permets, Frédéric, une petite rectification. Je ne suis pas directrice de Ah l'unité bon? Info et Sol, mais directrice adjointe. Ah Aux bon. côtés de Bertrand Laroche, c'est Antonio Bispo qui est directeur Ah, de mais oui, cette c'est unité. Antonio que je salue, avec qui j'ai déjeuné tout à l'heure. Pardon, Antonio. Bon, je suis désolé. Il y a- Voilà, il ne s'en formalisera pas, j'en suis sûre. Alors donc, Frédéric, Oui. on entre dans le vif du sujet par réserve utile, réservoir Mhm. utilisable. Alors effectivement, euh, RU pour tout le monde, c'est pratique parce que finalement, c'est le même acronyme. On est passé de la réserve utile à le réservoir utilisable. Donc, c'est toujours ma petite déception de féministe d'être passé du féminin au masculin. Mais cependant, il y a un vrai sens pour moi. Euh, je préfère effectivement qualifier le sol par son réservoir utilisable parce que réservoir, ça exprime bien une idée de capacité à stocker. C'est un volume que l'on va pouvoir remplir plus ou moins d'eau. Et donc, le RU, le réservoir en eau utilisable, c'est la capacité que le sol a de pouvoir réceptionner de l'eau qui va ensuite, cette eau, elle va, si le réservoir déborde, eh bien, cette eau, elle va éventuellement ruisseler, mais plus probablement, elle va percoler à la base du sol. Et puis, si elle ne déborde pas, cette quantité d'eau qui est stockée dans le sol, elle va pouvoir être évaporée ou bien être transpirée par les plantes qui vont s'en servir pour leur croissance. Donc, votre question, Frédéric, c'était, si je me Ah, rappelle bien, est-ce qu'un sol avec de la vie, c'est un sol qui a un bon réservoir? c'est ça. Est-ce qu'il faut être un Alors, bon, est-ce qu'il faut, pardonnez-moi, est-ce qu'il faut être un sol vivant, voilà, pour être un bon réservoir? Est-ce que c'est la vie qui fait le réservoir? C'est ce qu'on a tendance à penser intuitivement et à oui, dire. oui. Alors, oui et non. Ah, merci. Oui, parce que, enfin non déjà, pourquoi? Parce que Bon. le sol, c'est une capacité du système. Ce qui va définir la capacité de ce système, de chaque horizon de sol, ça va être finalement l'arrangement des particules entre elles. Donc, selon qu'on va être plus lémoneux, plus argileux, on va avoir cette capacité de chaque horizon de sol à retenir une quantité plus ou moins importante d'eau. Mais oui, quand même, parce que finalement, les plantes, pour qu'elles utilisent ce réservoir, eh bien, il faut que les racines aillent plonger, si je peux me permettre cette image, dans les endroits où il y a de l'eau dans le sol. Et donc, eh bien, plus la plante grandit et plus ses racines se développent, Hum, et plus elle va être en capacité d'aller capturer une quantité mhm, d'eau importante. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on on a toujours intérêt à favoriser des plantes à enracinement profond pour aller valoriser le réservoir pardon, sur mhm, toute son épaisseur. Et puis, ce réservoir, il faut aussi qu'il se remplisse. mhm. Et donc, c'est bien joli d'avoir un réservoir, mais donc pour qu'il se remplisse, il faut, c'est un peu dès la palissade ce que je vais vous dire, mais il faut de l'eau. Donc, l'eau, elle est Oui. apportée essentiellement par la pluie. Et puis, il faut qu'il y ait des trous, entre guillemets, qui Mhm, permettent que cette eau s'infiltre dans le sol. Donc, en général, plus le sol a une activité biologique importante, et plus il va y avoir des galeries qui vont permettre au sol, à l'eau de circuler, et puis de pores de différentes tailles. Et c'est ça qui va faire le côté éponge du sol qui vont à la fois pouvoir circuler, aller jusqu'à la base, mais aussi, c'est un peu imagé ce que je dis, mais s'arrêter et aller remplir les différents horizons de sol. Donc Donc le sol, effectivement, le sol est un bon réservoir dès lors qu'il est une bonne passoire, avec des trous. exactement, Il se le sol, remplit si c'est une passoire, c'est ça. le sol, c'est une passoire de Shadok. C'est une passoire, elle est ouverte au debout. Ça, c'est un réservoir, déjà, il est ouvert au Mhm, debout. Donc d'un côté, on comprend bien, il faut que l'eau arrive. Malheureusement, et heureusement plus exactement, il mhm. est ouvert à la base, ce qui permet bien sûr d'aller recharger les aquifères. Donc oui, c'est une passoire percée et c'est ce qui fait sa vraie valeur. Mais le fait qu'elle soit percée n'a rien à voir avec la vie. Vous citiez les galeries, bon, on va dire vers de terre, nématodes, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste la porosité du sol.
Oui, mais ce qui fait la porosité du sol, ce sont les particules telles qu'elles sont et telles qu'elles s'assemblent de façon assez fine, mais c'est aussi les actions extérieures au sol qui vont générer une porosité en général un petit peu plus grande que cet assemblage des particules. Ça va être la vie, qui va être D'accord. l'activité de la faune à toutes les échelles et de l'enracinement, puis ça va être aussi le climat qui va du gel, des gels, de la fissuration, qui va générer des fissures. Et puis c'est aussi bien sûr les activités de l'homme, en particulier pour l'horizon de surface, qui vont générer une porosité plus ou moins importante. Donc, pour résumer, le sol, il n'y a jamais de bon sol que de bonnes passoires, et il vaut mieux une passoire à petits trous ou à gros trous. Alors, il vaut mieux une passoire avec des trous de plein de tailles différentes. Donc, D'accord. des petits trous pour retenir, parce que c'est ce qui fait qu'il a cette D'accord. capacité de rétention. Et puis des gros trous pour que l'eau circule. Et puis, oui, avec les gros trous, ça peut aller jusqu'à la base du sol et c'est ce qui va permettre de recharger des aquifères. Donc, Donc, les pratiques agricoles que l'on va rechercher sont des pratiques qui vont permettre cette multiplicité de tailles, qui vont permettre à la fois que le réservoir existe, qu'on puisse aller capturer l'eau sur toute sa profondeur, et puis qu'il ne s'engorge pas, c'est-à-dire qu'effectivement, on puisse drainer vers la profondeur. Bon, bah, c'est pas simple pour vous, Benoît Louchard. Vous représentez le monde agricole. Il n'y a de bons agriculteurs que ceux qui sachent ménager petits trous, gros trous et moyens trous. Vous pensez à ça, forcément. Oui, alors très bonne observation, très bonne remarque. Alors, c'est vrai qu'au niveau des chambres d'agriculture, nous aidons, nous travaillons activement sur toute solution, toute opportunité, toute expérimentation, recherche vis-à-vis de ces enjeux. On peut parler donc d'agriculture de conservation des sols. On peut parler Alors, aussi. on abordera après ça, mais comment vous réagissez à cette définition? Pour vous, l'eau dans le sol, c'est ça aussi, vous la voyez de la même Oui, façon? oui, oui. Là, on partage en effet hein, cette vision très technique, très scientifique du sol. Euh, et de la composante eau, avec la stratégie d'évaluer la disponibilité de la Mhm, ressource en eau. mhm, On peut parler donc de réservoir utilisable, en effet. C'est vraiment un terme explicite qui permet de bien cerner l'enjeu, hein, tout simplement, de la disponibilité de la ressource en eau sur cet enjeu sur lequel nous travaillons, et notamment nous, au niveau des champs d'agriculture, nous faisons beaucoup d'expérimentations justement pour essayer d'évaluer, de définir au mieux, au plus près, cette fameuse capacité en eau à d'une part, cette capacité pardon, du sol à d'une part stocker la ressource en eau et aussi la remobiliser mhm, et avec une gestion la plus efficiente possible. J'insiste mhm. sur ces mots-là. D'accord. Donc, je partage tout à fait la vision d'Isabelle Cousin, en tous les cas, sur le sol, les gros ports, la Les petits macroporosité, porcs. la microporosité, tous ces éléments-là, bien sûr. Et, Et aussi les et- remontées capillaires hein, de la nappe qui peuvent aussi alimenter en C'est-à-dire, eau. expliquez-nous ça, les remontées Alors, capillaires. les remontées capillaires, c'est-à-dire que quand vous avez donc sous le sol, dans la pédogénèse en dessous, vous aurez un substrat, par exemple une roche, notamment si par exemple un calcaire cryoturbé, je peux aller dans les détails, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance aussi des participants, mais bon. Considérez qu'on ne sait rien. Donc là, vous venez d'employer un Ok. terme à plus de 4 syllabes, il faut donc le traduire. Bon. Bon, vous avez des roches, des roches qui, elles aussi, ont des capacités de rétention en eau. Ouais. Ces roches peuvent aussi relarguer l'eau qu'elles stockent. Dans leur porosité et on parle quand la roche relargue de l'eau et au bénéfice du sol qui va en profiter et se remplir par je veux dire, vidange par le haut, là je vulgarise au maximum, hein, Mhm, vidange par le haut, et bien on va parler de remontée d'eau, on peut aussi parler de remontée capillaire et finalement de remplissage par la roche en d'accord, eau dans le sol. Voilà. d'accord. Parce qu'Isabelle Cousin, une roche peut être pleine d'eau. C'est ce qu'on dit en parlant des vignes, hein, que les racines vont sucer la roche, c'est ça. On peut avoir de la flotte dans la roche. Oui, bien sûr, les aquifères, ce sont des roches pleines d'eau, ce ne sont pas C'est vrai, l'image c'est un peu vrai. d'épinal d'un lac souterrain, ce sont juste des roches dont le réseau poreux est complètement saturé d'eau. Et puis donc, ça peut être assez affleurant, assez proche de la base du sol. Et quand c'est assez proche, ben, il se produit un phénomène physique que vient de décrire Benoît, c'est-à-dire que par capillarité,
La même chose que ce qu'il y a avec une très très fine paille que vous mettez dans un verre, vous voyez que l'eau, elle a tendance à remonter. C'est ça le principe de la remontée capillaire. Eh bien, cette eau devient accessible aux plantes. Ah bah c'est comme à Sainte-Soline, hein, c'est la caractéristique de la nappe à Sainte-Soline qui affleure directement dans le sol, hein, c'est ça, Benoît Louchard. Joker. D'accord. Je Euh, parle juste de nappe Pas solide. affleurante, hein, Non, non, mais oui, oui. Alors ce en qu'a effet, montré Alain Dupuis. mais une nappe en effet peut tout à fait affleurer. Et on le voit. On peut parler de système de marée aussi, hein, quand la nappe atteint le sol et dépasse la hauteur même du sol. Et on a donc une présence d'eau stagnante ou du moins temporaire, et on a la notion de marée qui intervient, qui est tout à fait pertinente dans ce cas de figure. Absolument. Et on voit ça notamment dans le Boulonnais en ce moment et dans les Watringues. Bon, il y a plein de raisons. Noémie Pousse, vous n'êtes plus là? Si. Si, Voilà, si, je Noémie suis là. Pousse. Tout va bien? Tout va bien. Bon, vous êtes sûr, hein? Mhm. Bon, alors, le sol en milieu forestier, c'est la même chose, c'est la même définition que celle de vos deux prédécesseurs. Oui, oui, tout à fait. Le sol, c'est la même définition. On est attentif à la porosité. On essaye de la dégrader le moins possible par tassement. Alors, c'est vrai que le travail du sol n'est pas très fréquent en forêt. Donc, nous, la principale menace pour ces gros porcs, moyens porcs et petits porcs, c'est surtout le tassement. C'est la même définition, si ce n'est qu'effectivement, on n'a jamais d'irrigation en forêt. Donc, vraiment, Mhm. tous les apports sont par les précipitations et les remontées capillaires. Mhm. Voilà. Il faut faire particulièrement attention à la capacité de rétention du sol, au réservoir utile. D'accord, le réservoir utile est elle-même, la définition est le même. Et est-ce que le rapport entre l'eau et le sol est le même dans un sol forestier, dans un sol agricole? Ou est-ce qu'il y a une caractéristique liée au fait qu'on est dans une forêt ou au type de sol qui accueille les forêts? Alors oui, on a des sols qui sont plus contraignants. Il faut savoir que la surface forestière a beaucoup augmenté ce Mhm. dernier siècle. Donc la forêt, c'est à recoloniser les terres qui ont été délaissées par l'agriculture, donc les terres les plus superficielles, les plus caillouteuses, les plus engorgées. Donc on a beaucoup de contraintes de rétention en eau, soit trop, soit pas assez. Du coup, le rôle du forestier va être de choisir l'essence la plus adaptée à ces contraintes pour essayer d'optimiser l'enracinement et donc la prospection de ce réservoir utilisable. Euh, Parce qu'on n'irrigue pas et qu'on a des sécheresses de plus en plus fréquentes. Donc, si on veut éviter des dépérissements comme on a pu voir ces dernières années et qu'on voit encore à large échelle, il faut vraiment adapter les essences à ces contraintes pour optimiser la prospection du réservoir en eau. D'accord. Quand on voit une forêt, on se dit qu'elle est là pour tout le temps, qu'elle a toujours existé, et on ne peut pas imaginer qu'il ne puisse pas y avoir d'eau. On imagine que la quantité d'eau disponible dans le sol, elle est infinie. Or, on a vu lors des grands incendies il y a 2 ans, il y a 1 an, pardon, que bah, si ça brûlait aussi bien, c'est parce que c'était tout sec. Et si c'était tout sec, c'est que les sols étaient tout secs. Comment c'est possible d'avoir un sol forestier sec? Alors, ça dépend quelle définition de sec on a. Eh ben, quelle est votre Euh, définition de la voilà. sécheresse, Louis Pousse? Alors, au-delà d'une certaine succion, l'arbre ne peut plus aller chercher l'eau. Donc là, effectivement, ça va être sec pour la plante, d'où cette notion de réservoir utilisable par la végétation. Mais il reste de l'eau dans les argiles, il va rester pas mal d'eau même, mais qui n'est plus accessible aux racines. Voilà, donc on a, nous, des espèces forestières qui sont capables d'aller chercher un petit peu plus loin, donc à des succions un petit peu plus importantes que les cultures annuelles, mais ça va plus jouer énormément sur la quantité d'eau disponible. Et donc, effectivement, on a de plus en plus fréquemment, en période estivale, des sols où l'eau n'est plus accessible à la végétation. D'accord. Et donc, la plante, enfin l'arbre va réagir en fermant ses stomates. Alors, ceux qui ne sont pas capables de réagir comme ça vont dépérir, mais ceux qui sont capables de fermer les stomates vont donc réguler, donc fermer les stomates, arrêter la photosynthèse et la transpiration. Et du coup, c'est là où effectivement la moindre étincelle peut faire partir un feu sans précédent. D'accord. Bah, je vous pose la même question, Isabelle Cousin, Benoît Louchard, c'est quoi un sol sec pour vous? Benoît Louchard? Eh bien, un sol sec, c'est un sol dans lequel, en effet, la macroporosité et la microporosité sont vidées de la teneur en eau. Et je vais dire, dans la dimension agronomique, de la partie
de l'eau exploitable par la C'est-à-dire plante. Et là, que je tout. pense qu'Isabelle Cousin pourra tout à fait compléter. Bon. Donc, du coup, dans la teneur en eau dans les sols, il y a une partie du réservoir utilisable qui est, on va dire, facilement utilisable par la plante. Et puis, il y a toujours une teneur en eau qui va être liée euh, aux composantes pardon, du sol. Et ces parties-là ne vont pas être utilisables par la plante. Et justement, le pilotage de l'irrigation, c'est toujours de chercher On va y venir, oui. à remplir le stock sans les excès, donc sans déborder, Hum. hein, et à éviter le point fatidique à partir duquel il n'y aura plus d'eau utilisable par la plante et qui va conditionner à la notion de flétrissement et donc de la mort de la plante. J'ai On va- apporté une réponse orientée irrigation par rapport à votre Oui, oui, non, question mais j'ai pour bien compris. le Vous êtes rédacteur. malin, ça fait 2 fois. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver à l'irrigation. Isabelle Cousin, un sol sec, c'est pas un sol où il n'y a plus de pores du tout, c'est un sol où il devient trop périlleux pour la plante d'aller la chercher là où elle s'est planquée. C'est un peu comme pour le. Bon, enfin, bon, bref, j'avais une image, mais qui n'est pas du tout. Je préfère me taire. Allez-y. Alors déjà, un sol où il y a plus de pores du tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà. Non, Même un il y a sol toujours, architassé, un sol architassé par un engin oh, forestier, par exemple, il y a encore des pores. il y a toujours des pores, oui, Très bien. jusqu'à aller dans les feuillets des argiles. On D'accord. a des pores qui sont de taille très 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 fine. Moi, j'adhère tout à fait à la définition donnée à la fois par Noémie et par Benoît sur ce qu'est un sol sec. On va imaginer, nous qui travaillons dans l'agronomie ou dans la foresterie, définir la sécheresse par le fait que la plante ne va plus pouvoir accéder à l'eau qui est contenue dans le sol. C'est ce qui se passe quand la plante a pompé, pompé, exercé sa succion jusqu'à un niveau de pression tel que elle n'est plus assez forte pour extraire de l'eau. C'est ce qu'on appelle son point de flétrissement permanent. Alors, Très ce bien. point de flétrissement permanent, Noémie l'a esquissé, il est à peu près moyen pour les plantes de grande culture de nos territoires, pas très, très différent pour les arbres, si ce n'est que par exemple un chêne, ça peut prendre un petit peu plus d'eau retenue plus fortement. Et puis bien sûr, ça c'est complètement dépendant des plantes. Vous imaginez qu'une plante dans le désert, elle a des niveaux de capacité de succion qui sont très supérieurs, 10 fois supérieurs à une plante en grande culture. Et puis au contraire, une plante qui vit dans un marais, elle a une capacité de résister 10 fois inférieure. Donc cette notion de sécheresse est très relative puisqu'elle va être dépendante de ce qu'on va mettre dessus, mais on peut avoir dans notre pays une vision à peu près homogène de ce que c'est la sécheresse du point de vue de la plante. Mais comme vous l'avez tous dit, quand il n'y a plus d'eau, il y a encore de l'eau. Mhm. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de l'eau accessible à la plante, il reste toute cette eau qui est liée et qui, elle, va être plus ou moins liée selon la nature du sol. C'est-à-dire que un sol très argileux, ben, il va y avoir un niveau qui est toujours le même, une pression avec laquelle l'eau est retenue qui est toujours la même, qui va être la pression limite pour la plante de prélever. Il n'empêche qu'il peut rester encore 20% d'eau dans le système. Au contraire, un sol sableux, à la fois, il se draine très vite, donc il retient très peu, et puis ce qui est retenu est très facilement accessible à la plante, donc celui-là, il va être très très sec. Finalement, la sécheresse, c'est un concept tout à fait relatif, et à mon sens, le problème qui est lié aussi à la sécheresse, c'est que ce réservoir, on l'a dit aussi au début, il faut qu'il se remplisse. Et donc, pour qu'il se remplisse, il faut qu'il y ait de la pluie, puis il faut que cette pluie elle puisse s'infiltrer, donc il faut qu'il y ait des pores de différentes tailles, et il faut aussi qu'il ne soit pas hydrophobe. Et quand un sol devient très 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 sec, eh bien, il a finalement cette hydrophobicité, c'est-à-dire, si moi, vous voyez, j'ai un pull en laine, si on fait Mhm. tomber des gouttes d'eau, vous savez, ça roule à la surface. L'eau, Mhm. elle ne mouille pas. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi quand un sol est très, très sec. Donc, voilà, malheureusement, on n'y peut pas toujours, mais on souhaiterait que le sol n'atteigne pas ce niveau pour qu'il puisse quand même continuer à recevoir de l'eau. Très bien, merci. Et pour vous, Bertrand Laroche, l'eau et le sol, c'est d'abord l'eau qui circule, qui percole, jusqu'à ce qu'on puisse la prélever. Vous vous occupez des captages d'eau et de la protection des captages en eau. Et à quelles conditions une eau circule bien jusqu'à aller à un point de captage? En fait, bonjour déjà. Donc j'ai participé, oui, à Un ce guide? travail sur les aires d'alimentation de captage. Et oui, on parle de passoires, de petites passoires. Donc il faut finalement cartographier, identifier ces petites et ces grandes passoires pour voir finalement l'eau qui est retenue dans le sol et celle qui va transiter et va alimenter finalement les masses d'eau en profondeur. Mhm.
Alors, comment elle le fait? C'est ça, c'est par les gros pores? C'est difficile de dire ça, hein. Par les grands trous, on va dire, c'est par là qu'elle circule ou je suppose que c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais finalement, les gros pores vont permettre une circulation plus rapide de l'eau. Et puis, Mhm. les pores les plus fins, finalement, elle va transiter, elle va pouvoir finalement être enfin, le sol va pouvoir être un lieu d'épuration, de rétention des éléments qui seront disponibles après à la plante. D'épuration, c'est-à-dire que l'eau qui circule dans un sol convenable épure l'eau qui lui tombe dessus. Et donc, l'eau qui arrive dans les captages est naturellement épurée. Non, c'est peut-être pas aussi. L'image est peut-être un peu trop simple, mais finalement, le sol peut contribuer à retenir des substances pour qu'elles ne se retrouvent pas dans les masses d'eau en profondeur. Oui, Et pourtant, il y a quand même des soucis. 41% des points de captage ont été abandonnés, oui, 19% d'entre eux pour cause de pollution, pesticides, engrais, essentiellement oui. des pollutions agricoles. Finalement, oui, le sol, comme vous le dites, hein, en me corrigeant, il n'épure pas tant que ça. Au contraire, il peut transférer des polluants jusqu'à l'eau, jusque dans l'eau. Oui, parce que finalement, c'est l'interface. Donc, finalement, il arrive, c'est une zone de transit. C'est comme sur une autoroute, finalement, ça circule directement, ça va directement dans la masse, où il est capable de retenir certains éléments et finalement, d'éviter finalement, une élimination directe dans les masses, dans la masse d'eau. D'accord. Euh, on peut peut-être définir quelque chose, hein, le terme pour nos amis. Moi, je considère toujours qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, une aire de captage, c'est quoi? C'est un bassin versant à l'échelle d'une parcelle agricole? Euh, Finalement, il y a déjà des superficies assez variables, puisque ça va quand même de quelques hectares à finalement 700 000 hectares, je crois, la plus étendue. Donc, Mhm. finalement, c'est pas forcément à l'échelle d'un bassin versant. D'accord. Mais c'est une échelle petite, c'est l'eau qui tombant sur le sol finira à un point de captage. C'est ça, de Oui, toute c'est façon. ça. OK. C'est ça, exactement. Mais Ouais. une fois qu'on a créé le point de captage, s'il Oui. n'existe pas, OK. Et est-ce qu'on peut, je pose la question à tous, mais d'abord à vous, Mm. est-ce qu'on est en capacité de modéliser justement le devenir de cette goutte d'eau en fonction de la nature du sol, des besoins qu'on en aura, de ce qui pousse, de la forêt qui pousse? Est-ce qu'on peut le modéliser, le trajet de l'eau? C'est un peu complexe à modéliser parce que au niveau de l'eau, on peut le modéliser au niveau de sa verticalité, c'est-à-dire en observant directement le sol par ses propriétés, par sa texture, etc., sa profondeur. On peut le modéliser en un point. Après, Ah, modéliser ah, ah, ça coupe. au moment où elle tombe au point finalement où elle est captée, là, on rentre dans de l'hydrologie. Il y a d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte que moi, je ne maîtrise pas en tous les Voilà, cas. voilà. Ça a coupé, hein, excusez-moi. Ah. Ouais, ouais, le Wi-Fi au sein de l'INRAE, de l'INRAE d'Orléans est un peu fluctuant. Donc, pardon, reprenez les derniers mots sur, Euh, euh, sur la non, oui, dynamique de l'eau, sur la modélisation, excusez-moi, hein. on peut modéliser le transfert de l'eau au niveau du sol, finalement, puisque c'est notre sujet d'étude, donc par ses propriétés, etc. Donc, on peut modéliser son transfert en vertical. Et après, c'est des phénomènes hydrogéologiques pour arriver au point de captage. D'accord. Isabelle, Benoît, même question. Ça se modélise la circulation de l'eau dans le sol ou c'est encore beaucoup, beaucoup d'inconnus? Pardon, Isabelle, Frédéric, moi, j'ai pas entendu, là, ça a sauté. Non, non, ben oui, je sais, ça saute beaucoup. Non, je posais la même question qu'à Bertrand. Est-ce que ça se modélise relativement facilement ou est-ce qu'il y a encore plein de points qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, la circulation de l'eau dans le sol? Ah oui, alors est-ce que ça se modélise? Oui. Est-ce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas? Oui. Bon, c'est Donc, oui à tout. quand on... Moi, c'est bien. Quand on va dire que globalement, on a un petit peu deux grandes approches. Mhm. Quand on veut modéliser la circulation de l'eau dans le sol, on peut... Alors déjà, il y a la situation où finalement l'eau, elle va circuler plutôt verticalement. Donc ça, c'est un cas un peu simple. Enfin, pas facile pour autant, mais assez simplifié. On peut imaginer donc modéliser le sol par le fait qu'on va s'intéresser à l'eau qui va circuler de chacun de ces horizons
de l'un vers l'autre, Mhm. qui vont être autant de réservoirs. Et donc, on peut tout à fait modéliser l'infiltration, l'évaporation, la percolation. C'est ce qu'on appelle un modèle de bilan hydrique. Et c'est d'ailleurs le type de modélisation qui est souvent utilisé dans les outils d'aide à la décision. Et puis, on peut avoir des modèles. Et donc, pour réaliser cette modélisation, il est essentiel de connaître le réservoir en eau utilisable. On Donc peut la nature avoir du sol, sa structure, sa composition, avant tout. exactement, oui. Et D'accord. puis, on peut avoir d'autres approches qui sont plus déterministes, où on va représenter les lois physiques qui décrivent la circulation de l'eau dans le sol. Et ça, on va pouvoir le faire aussi en 3 dimensions. C'est-à-dire que s'il y a du ruissellement, si ça circule sur un versant, ça va nécessiter la connaissance de paramètres hydriques du sol qui sont plus complexes à mesurer, aussi bien sur le champ qu'en laboratoire, qui vont être une courbe de rétention en eau, c'est-à-dire la relation qui lie la quantité d'eau qui est dans le sol avec l'énergie avec laquelle elle est retenue. Et puis, un autre paramètre important qui est la conductivité hydraulique, c'est-à-dire la capacité que l'eau a à circuler dans le sol de nouveau en fonction des niveaux d'énergie. Donc, il y a deux grands familles, on va dire, de modélisation. Et sur cette seconde famille de modélisation, on est toujours dans la recherche avec des représentations du sol qui sont plus ou moins complexes, soit en succession d'horizons, soit en conceptualisant l'horizon comme justement un espace où il y a des petits ports, un espace où il y a des grands ports. Et ça, ce sont vraiment des questions de recherche en cours. Mais je pense que ce qui nous intéresse pour des applications, c'est plutôt cette façon de représenter et de modéliser le sol par ce système de bilan hydrique qui va conceptualiser le sol comme une succession de réservoirs qui, de nouveau, sont troués des deux côtés. D'accord. Pareil, Bertrand Laroche, bilan hydrique, pour avoir une idée de ce que l'on pourra capter en quantité et peut-être aussi en qualité. Ben, après, ce qu'a dit Isabelle, je suis tout à fait d'accord avec elle. En plus, il y a l'aspect vertical, mais ce qu'on connaît aussi enfin, ce qu'on a besoin de connaître, c'est l'aspect spatialisation. Finalement, c'est la 3D et de voir Mhm. comment se répartissent les différents types de sols, parce que chaque type de sol aura finalement des propriétés différentes, pourra être une petite passoire ou une grande passoire. Donc on a besoin aussi de cet aspect 3D et spatialisation de l'information. D'accord. Et je vais passer la parole à Noémie et à Benoît, mais Bertrand et Isabelle, à partir de ces bilans hydriques, est-ce qu'on peut faire les choses à l'inverse? C'est-à-dire, moi, j'ai mon bilan hydrique, je connais les saisons, je sais le changement climatique qu'il y a. Est-ce que vous pouvez dire à un agriculteur, ah, ça, je vous déconseille ce type de culture parce que ça va pomper trop d'eau, parce que les racines sont comme ceci, comme cela. Euh, Ça peut se faire, ça? Euh, Ça Théoriquement, pourrait se faire, oui. oui, Oui. théoriquement, oui, ça supposerait qu'on soit en capacité. Enfin, déjà, il y a deux niveaux. Est-ce qu'on veut faire un peu est-ce qu'on peut avoir un peu une vision stratégique sur les assolements? C'est-à-dire, est-ce que Vous le dites mieux on que moi, mais voudrait c'est ça, dire oui. à l'agriculteur, ben, l'année prochaine, fais plutôt telle culture ou Mm. telle culture? Alors, ça, théoriquement, c'est possible. Ça suppose quand même qu'on soit en capacité de faire de la modélisation du climat à moyen terme qui soit très fiable. Or, ça n'est pas tout à fait le cas et donc je ne me permettrai pas de faire cette recommandation à un agriculteur. Et puis, on peut avoir aussi une vision plus tactique, c'est-à-dire plus locale, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as telle culture, ta culture, elle est dans cet état. Est-ce que demain, tu irrigues ou tu n'irrigues pas? Ou quelle activité tu fais sur le travail du sol? Et ça, ce sont les outils d'aide à la décision qui sont renseignés possiblement par le bilan hydrique sur lequel on vient mettre des modèles météorologiques à courte durée. Mais là, pour le coup, Benoît est bien plus qualifié que moi pour répondre. Et vous lui tendez une perche que je vais m'empresser de lui amener. Alors, vous êtes 245, ça continue à monter, ce qui veut dire que vous êtes extrêmement brillant et brillante. Il y a pas mal de questions déjà sur Internet que je poserai après. Donc, Benoît Louchard, les outils d'aide à la décision, vous me disiez quand on a préparé cette émission, c'est la bonne dose au bon moment. C'est comme les hormones, voilà, il ne faut pas se tromper. On peut faire un bilan hydrique pour finalement compenser, permettre à la plante de ne pas aller, de ne pas s'épuiser, aller chercher de l'eau qui est trop peu disponible. En théorie, c'est ça? C'est très bien déjà comme élément de compréhension. Alors en Ouais, effet, mais c'est qu'en théorie, hein. comme le disaient Isabelle et Bertrand, notre enjeu, en effet, dans nos modélisations, hein, puisque je confirme que nous travaillons beaucoup, du coup, sur de la modélisation, en l'occurrence dans la gestion de l'eau, en agronomie, et en l'occurrence, justement, comme ça a été dit, hein, sur la méthode du bilan hydrique. Et en effet, j'aime beaucoup utiliser cette image de la bonne dose au bon moment. C'est tout l'enjeu du bilan hydrique,
c'est de tenir compte, et c'est la priorité d'ailleurs même, je trouve, hein, en agriculture, de bien connaître ses sols. Donc là, on est très bien dans le sujet, bien connaître ses sols, hein. Et donc, on l'a déjà dit, mais donc le réservoir utilisable par la plante, le réservoir en eau, bien caractériser ce paramètre. Et ça, c'est un élément donc, de la méthode du bilan hydrique. Et puis, utiliser aussi, en effet, les visions prospectives météorologiques, intégrer dans ce bilan aussi les entrées, donc les précipitations, intégrer aussi dans le bilan, quand ça existe, les remontées capillaires, parce que des fois, on arrive aussi à les caractériser avec d'autres outils. Et puis, tenir compte aussi du stade d'avancement de la plante. Et ça, c'est très important au niveau des champs d'agriculture depuis, je vais prendre encore un coup de vieux, j'allais dire 20 ans, mais non, 30 ans, au moins 30 ans, on a des expérimentations justement axées tous les ans et répétées tous les ans justement pour bien caractériser ce qu'on appelle les coefficients culturaux. Et le bilan Qu'est-ce hydrique, que c'est que finalement, ça? Qu'est-ce qu'un j'y coefficient viens, culturel? Ah bah super. voilà, Le bilan hydrique, si je peux synthétiser, c'est allez-y. précipitation moins le coefficient cultural que l'on multiplie par le TP, hein, donc évapotranspiration, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, Isabelle en a parlé. Et donc le coefficient cultural, c'est tenir compte dans les préconisations de l'avancement dans le métabolisme de la plante, qui en Mhm, fonction de son cycle de vie n'a pas les mêmes besoins. mhm. Si je prends l'exemple dont on parle souvent du maïs, voilà, C'est marrant, j'allais y venir. des Allez-y. besoins, à des besoins hyper stratégiques, notamment autour de la floraison. C'est là où beaucoup de choses vont se passer dans le métabolisme de cette plante et notamment donc dans la fécondation et dans le développement des grains. Bon. Et donc, s'il y a bien un moment à ne pas rater dans le pilotage de l'irrigation, sur le maïs, c'est celui-là, Mhm, classiquement en juillet. Donc, d'autres cultures n'ont pas du tout les mêmes cycles de développement et donc des stratégies différentes. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut vraiment tenir compte de l'état de développement de la plante qui n'a pas donc les mêmes besoins en eau. Et ça, je pense que maintenant, c'est assez clair. euh, Comme vous le disiez, qu'il n'a pas les mêmes besoins en eau en fonction de son métabolisme, et donc la bonne dose au bon moment. La bonne dose au bon moment, ça veut dire aussi gérer, euh, anticiper le stock en eau dans le temps. Et donc, il y a des modèles, nous on a développé un OAD hein, qui permet de répondre à ça, et donc des modèles qui permettent de savoir, d'approximer, vraiment d'essayer d'évaluer la teneur restante en eau dans le sol, mhm. d'intégrer la météo, d'intégrer les besoins des plantes et d'en déduire une évolution future de la teneur en eau utilisable par la plante dans le sol et d'en déduire le moment le plus opportun pour apporter une dose et de caractériser le volume d'eau justement dont la plante aura besoin. Et là, en aucun cas, vous n'intégrez les besoins économiques de l'agriculteur, la productivité Alors, recherchée de la plante. alors justement, alors ça, on parlait du modèle uniquement, on va dire, agronomique, bilan hydrique. Mhm, voilà, bon, Une stratégie théorique. d'entreprise, c'est dans les agriculteurs, enfin chez les agriculteurs, il y a énormément de stratégies différentes en fonction de plein de paramètres. Donc, la stratégie, on l'a abordé tout à l'heure, notamment sur l'évolution des assolements. Bon. Dans cette évolution d'assolement, rien que cette question-là, on pourrait y passer 3 heures, enfin, et encore, en vulgarisant beaucoup. On n'a pas le temps. Mais c'est uniquement dire que euh, une stratégie d'entreprise, c'est énormément de questions à risque tout au long de l'année et questions à risque qui dépendent de plein de paramètres externes. Voilà. Donc, si on dit assolement, en effet, les sols peuvent-ils tous supporter toutes les cultures, peu Mhm, importe laquelle, peu importe mhm, l'endroit. Bon, euh, si je prends l'exemple de la vigne, on n'a pas de la vigne sur toute la France. Pourtant, il y a une consommation de vigne, de vin qui est quand même reconnue au niveau sur le plan mondial. Bon. Bon, évidemment, on ne peut pas faire toutes les cultures voilà, partout au mhm, même niveau. Je peux parler de la rizière, enfin, bon, on pourrait en parler rien mhm, que ça. Bon. mhm, Après, sur cette dimension des assolements et du choix des assolements, il y a aussi l'enjeu des filières. Ça, c'est très important. Les filières, bon, l'agriculteur, il travaille pour vendre un produit. Bon, et et l'enjeu du coup de savoir quoi produire, ça dépend aussi toujours du besoin qu'il y a en face en termes de rachat de la production. Voilà, donc il y a ces enjeux aussi à considérer. Et puis sur ces stratégies, pour en revenir finalement au coût de production, parce que vous avez posé la question, euh, eh bien voilà, sur le choix
de de telles culture. pratiques, tel Mhm, apport. On peut parler aussi mhm, des phytosanitaires, parce qu'il y a mhm. pas que l'irrigation, mais tout apport a un coût. Et il y a aussi tout un travail, d'ailleurs, conduit au niveau des champs d'agriculture, mais pas que, sur de l'économie, des modélisations économiques pour évaluer les conséquences de stratégies, précisément sur exactement ce que vous venez de dire, c'est irriguer, ça a un coût. Alors, Ça, j'entends bien, mais donc ce que je comprends, c'est que le bilan hydrique, il est théorique, voilà, et on le met en parallèle du besoin économique pour faire court de ouais. l'agriculteur. Ce qui peut Oui, aller, et là vous comprenez qu'on puisse oui. s'étonner parfois voilà, qu'on arrose du maïs, une consommation d'eau importante, et on répond, bah oui, mais il faut bien le faire, sinon l'agriculteur s'écroule. Mais là, est-ce que le bilan hydrique dirait, là, il faut irriguer du maïs, il faut l'arroser en plein été? Vous comprenez que les gens en certaines régions ne comprennent pas. Ce n'est pas le bilan hydrique qui autorise ça, c'est le bilan Alors, économique, ce qui en soi n'est pas euh, grave. Et pas... les deux, enfin, je veux dire les deux, parce que le bilan hydrique, s'il définit un déficit, il va falloir combler le déficit en eau. Hum, Alors après, on peut entrer dans la dimension, et il y a beaucoup de recherches d'ailleurs justement là-dessus, et pour travailler sur quand apporter l'eau dans la période, enfin dans les 24 heures d'une journée, quoi. hum, Ça, c'est un sujet. Mais le bilan hydrique va donc permettre d'identifier un déficit et donc à combler, évaluer le déficit, savoir quand le combler, ça je l'ai dit. Après, il y a une notion de stratégie aussi de l'entreprise, en effet, par rapport au parc matériel, en fait, hein. Je vais aussi avancer ce mot-là, le parc matériel, qui génère d'autres contraintes qui font hum, qu'après, l'agriculteur, il va avoir à faire des choix aussi par rapport à ses outils, sa logistique hum, de travail. Et puis après, en effet, il y a la stratégie d'efficience, hein, bien sûr, hum, de la méthode d'apport. hum. Et la stratégie d'efficience sur la méthode d'apport, elle est aussi, bien sûr, confrontée à la culture, dont la stratégie d'efficience n'est pas la même selon les cultures. Voilà, Ok. comme je veux dire, on entre vite dans beaucoup de questions, mais c'est très intéressant. Bertrand Laroche, l'irrigation a un impact sur les aires de captage, sur les captages d'eau. Ben oui, parce que de toute façon, l'eau qui n'est pas utilisée par la plante va finalement transiter par le sol et se retrouver dans les masses d'eau en profondeur, oui. D'accord. Noémie Pousse, on peut faire un bilan hydrique d'une forêt? Ça a un sens? Oui, on essaye de le faire. Alors pourquoi? Parce donc on est confronté à des sécheresses de plus en plus fréquentes, des essences qui ne sont plus adaptées à ces sécheresses-là, qu'il nous faut aider à faire migrer. Mhm, Du coup, quand on investit en forêt, on investit pour minimum 50 ans, donc c'est des temps très longs. Donc, on a intérêt à asseoir cet investissement sur un maximum de connaissances. Et c'est là que le bilan hydrique intervient, même si du coup, il est encore plus compliqué à faire, puisque Isabelle l'a très bien dit, les données climatiques futures sont très incertaines. Là, on ne regarde pas à plus 3 jours, hein, on regarde à plus 50 ans. Donc, mhm, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Un bilan hydrique, ça fait intervenir donc le réservoir en eau utilisable des sols. Et cette donnée-là, en forêt, elle est quand même plus imprécise qu'en milieu agricole, puisqu'on a moins de données. mhm, On a des sols qui varient aussi beaucoup mhm. en forêt, qui ne sont pas homogénéisés, qui sont très caillouteux, donc la charge en cailloux varie beaucoup et ça joue beaucoup sur le réservoir en eau. Donc tout ça, on essaie de l'intégrer et d'avoir des outils d'aide à la décision les plus précis possibles pour aider les gestionnaires, les propriétaires à investir dans les bonnes essences. Alors là, du coup, on se base pas trop, plus trop sur les besoins de la filière. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maintien de l'état boisé. Mhm. Jusqu'à présent, on pouvait se permettre de faire pousser de l'épicéa parce que la filière avait besoin d'épicéa. Bon, là, clairement, l'épicéa en France, bon, à part en altitude, il n'y en aura Ouais, plus ça devient trop. compliqué, ouais. Mhm. Ça va devenir compliqué. Donc, du coup, il faut arriver à investir dans l'essence qui va durer. C'est surtout ça maintenant le critère. Et donc, l'essence qui va durer, bah, c'est essentiellement basé sur un bilan hydrique, des Ah bon? calculs donc de déficit en eau à différents horizons temporels, pour différents scénarios d'émissions de CO2, pour différents modèles qui font la prévision de la température, de la précipitation en fonction des scénarios d'émissions de CO2. C'est Euh, intéressant, Noémie, parce que ça, on n'en parle jamais. On dit, bah voilà, l'ONF, elle teste sur des zones en particulier l'arrivée ou la plantation du cèdre, par exemple, dans les Vosges. Bon, voilà, on s'intéresse au sol, aux champignons éventuellement, au climat, au gel, et puis jamais à l'eau. En fait, c'est le premier critère.
À nous, c'est le premier critère. Oui, D'accord. oui, c'est vraiment le premier critère. Donc, on a un outil d'aide à la décision qui s'appelle Climessence, qui est porté par le RMTA Force. Et le principal critère, c'est la somme des déficits hydriques sur l'année, puisque le déficit hydrique augmente en intensité avec les changements climatiques, mais augmente aussi en durée. C'est-à-dire qu'il apparaît plus tôt, il disparaît plus tard. Donc, on fait une sorte d'intégrale sur l'année pour avoir un indicateur du stress auquel va être soumise la plante. Mhm. Le bilan hydrique intervient aussi dans l'analyse des dépérissements. Enfin, le département de la santé des forêts l'utilise beaucoup pour comprendre pourquoi tel peuplement a dépéri et pourquoi pas tel autre. On l'utilise aussi pour savoir un peu quel itinéraire civicole on va mettre en œuvre, quelle densité de peuplement, Alors, puisqu'on sait que plus le... Oui. oui, j'allais venir, c'était ma question. Est-ce que le Ouais. bilan hydrique, ou plutôt non, je pose une question plus ouverte, est-ce que le mode de gestion d'une forêt dépend aussi de l'eau qu'il y a dans le sol et a une influence sur l'eau qu'il y a dans le sol? Futée régulière, irrégulière, gestion différenciée, coupe à blanc, est-ce que tout ça a une influence connue? Alors, connu, oui et non. On a des éléments, mais il en manque beaucoup. Euh, Par exemple, on sait que plus le peuplement est dense, plus il transpire. Vous m'entendez toujours? J'ai un Ah, mais décalage on là. vous entend parfaitement. Ah bon, c'est bon. Donc, plus le peuplement est dense, plus il transpire. Mais par contre, plus il y a un microclimat forestier favorable, c'est-à-dire qu'on va l'été baisser la température à l'intérieur du peuplement. Et donc, finalement, ça va diminuer l'évapotranspiration. Quand le peuplement est très peu dense, à l'inverse, donc l'arbre va moins transpirer. Par contre, la strate herbacée va prendre le dessus sur la transpiration. Et donc là, il peut y avoir une compétition entre les herbacées et les ligneux. Et en plus, on va un peu diminuer, enfin même carrément enlever ce microclimat forestier qui est très favorable, hein, qui maintient une température plus favorable en période estivale et en période hivernale aussi, mais dans les Mhm. deux sens, enfin, dans les sens inverses. Voilà. Après, sur les coupes à blanc, ça, on sait que c'est assez catastrophique d'un point de vue microclimat, justement. Et donc, succès de la C'est-à-dire plantation. on déstocke de l'eau comme on déstocke du carbone, c'est ça? Ou c'est l'ambiance Alors, forestière qui disparaît? voilà, c'est surtout l'ambiance forestière qui D'accord, disparaît. Du coup, d'un point de vue du sol, il va y avoir un risque d'érosion accru puisqu'on n'a plus la végétation pour tenir le sol. d'accord. On a un risque aussi de tassement accru puisqu'il n'y a plus les arbres pour marquer les cheminements pour les Mhm. engins. Donc, en général, la machine va circuler un peu partout. Et du coup, effectivement, alors sur l'eau, il va y avoir deux effets. Quand on coupe la pompe, il peut y avoir une remontée de nappe. Donc, sur les sols soumis à engorgement temporaire, on peut avoir une augmentation de la contrainte d'engorgement. Et sur les sols les plus séchants, comme on a enlevé cette ambiance forestière, on peut avoir augmenté la transpiration. Alors par contre, on augmente pardon, l'évaporation, on diminue la transpiration. Donc là, le bilan entre les deux n'est pas toujours en défaveur de la coupe rase, on va dire ça comme ça, sur l'eau. Mais par contre, pour la plantation, après derrière, voilà, on a cassé l'ambiance forestière, donc on a plus de risques de mortalité due à la surchauffe. Et à l'inverse, alors je fais un petit tunnel avec vous, Noémie, mais parce que les questions s'enchaînent, et parce que c'est une question qui est un des éléments, je vous le fais court, hein, il y a une prospective que l'ADEME a conduite en Bourgogne-Franche-Comté à l'horizon 2050, à laquelle j'ai participé, j'animais Isabelle Cousin, vous y étiez notamment, les débats finaux. Et voilà, une des inquiétudes de l'ADEME en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'élevage, il va y en avoir de moins en moins, et donc les arbres vont s'installer de plus en plus, voire il faudrait en planter de plus en plus. Et en fait, je suis en train de me dire que je n'ai pas fait du tout mon boulot parce que je n'ai jamais posé la question de l'impact de cette reprise de la forêt sur la déprise agricole, sur l'eau. On la connaît, ça, quand un arbre s'installe, forcément, ça fait de l'eau qui est plus en l'air qu'en profondeur, ça fait moins de l'eau dans les captages, ça fait moins de l'eau dans les rivières, ou pas du tout. Et ben là, c'est pas tout à fait clair. Donc, Bon, il y a beaucoup d'effets. d'accord. Donc, il y a ce fameux microclimat forestier qui va maintenir une température plus basse en période estivale, donc qui va diminuer l'évapotranspiration par ce biais-là. Cette couverture du sol qui va aussi éviter la surchauffe du sol, donc l'évaporation du sol. Par contre, l'arbre transpire, hein, ça c'est sûr, plus que la strate herbacée, donc la quantité d'eau prélevée dans le sol est plus importante, mais l'enracinement est plus profond. Donc, il va y avoir un prélèvement réparti sur un plus gros volume.
L'arbre est aussi capable de faire ce qu'on appelle l'ascenseur hydraulique, d'aller prélever dans les couches profondes et de Mhm. redistribuer ça en surface. Donc là, ça peut être plus favorable, hein, notamment en agroforesterie, ça a été pas mal étudié. Euh, L'arbre va enrichir aussi le sol en matière organique, donc augmenter la rétention en eau. Donc, en fait, il y a plein d'effets à la fois positifs, négatifs. La somme de tout ça n'a pas été faite. Donc, on a une grosse inconnue là-dessus. D'accord. Avant de passer aux questions Internet et avant de passer à d'autres questions, d'autres domaines, notamment le travail ou pas du sol, une petite question générale, le changement climatique, est-ce qu'il vient perturber voilà, les bilans hydriques que l'on fait, les connaissances que l'on a, est-ce qu'on peut l'appréhender, est-ce qu'on peut l'entrer en équation? Je pose la question à tout le monde. Allez, Bertrand, puisque personne n'ose appuyer sur le micro. En fait, par rapport au sol en lui-même et en ses propriétés, non. Mais par Mhm. rapport le bilan hydrique qui va être modifié par rapport à la pluviométrie, aux intensités, puisqu'on va de plus en plus vers quand même des phénomènes intensifs en termes de pluviométrie. Mais fondamentalement, les critères du sol, tels que la texture, les éléments Change pas. grossiers, la profondeur ne va finalement peu évoluer à l'échelle humaine. Mais si on a, comme vous dites, hein, on va vers des étés plus secs et puis des abats d'eau plus brutaux, est-ce que ça peut perturber le système, la capacité d'un sol à long terme, hein, à accepter de l'eau? Voilà, tout d'un coup, comme dans le Boulonnais, 300 millimètres d'eau sur 10 jours. Est-ce que ça peut casser à long terme ou à moyen terme la granulométrie, la porosité du sol, Isabelle Cousin? Alors, déjà, je me permets juste de compléter la Oui, réponse de Bertrand. En fait, oui. les collègues de Météo France, ils ont des modèles de changement climatique qui permettent de calculer la teneur en eau moyenne du sol à l'horizon 2070 et à Mhm, l'horizon 2100. Alors moi, j'ai les situations en région Centre-Val de Loire, puisque c'est celle dans laquelle je mhm, travaille préférentiellement. Alors j'ai un petit graphique sous les yeux. Bien, sur la période 2021-2050, eh bien, on sait que la teneur en eau moyenne du sol, elle va diminuer de quelques pourcents. Et puis, sur la période 2071-2100, eh bien, euh, quel que soit le jour de l'année, la teneur en eau du sol, à cette époque-là, elle sera l'équivalent des années les plus sèches qui se sont produites les 30 dernières années. Donc, si on prend une moyenne, je regarde les dates pour être précise, 1960-1990, mhm. on a des valeurs de teneur en eau moyenne dans les sols. On a une valeur moyenne, on a les extrêmes humides et les extrêmes secs. Eh bien, à partir de 2071, on sera dans les extrêmes secs et on aura perdu plusieurs points de teneur en eau. Euh, mais ça, c'est parce que le climat, comme Bertrand l'a dit, va changer surtout sur le fait qu'il va pas forcément y avoir moins de pluie, en particulier dans notre région, mais il va y avoir des épisodes plus intenses. Et donc, il va y avoir ces phénomènes orageux que vous avez évoqués. Euh, ah, Est-ce qu'ils on peuvent va dire que, déstructurer les sols, enfin leur capacité à absorber l'eau in fine? alors, c'est-à-dire que ils vont pas changer fondamentalement le réservoir utilisable, mais par contre, ils Ouais. vont changer la façon qu'on va avoir de le remplir. C'est-à-dire qu'un événement brutal sur un sol qui peut être un petit peu dégradé, eh Mhm. bien, en général, ça génère du ruissellement et de l'érosion. Et donc, l'érosion, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'en général, plus on érode, on dépose des particules, on ferme le sol et donc on entretient le ruissellement qui lui-même va décrocher des particules, etc. Donc, un épisode intense, en général, il n'est pas très bon pour le sol parce qu'il dégrade sa surface et donc il dégrade la capacité du sol à, à ce que l'eau s'y infiltre. Mais cependant, on a des astuces et elles sont très connues. Il suffit Lesquels? ce qui fait que la pluie dégrade le sol, c'est l'énergie qu'elle a quand L'énergie, elle arrive à la base du sol, l'effet l'énergie Plock. cinétique. L'effet Plock, si vous voulez, cet effet bloc, on le casse s'il y a de la végétation. Donc D'accord. déjà, couvrir les sols, ça va limiter cet impact de l'énergie cinétique des gouttes de pluie. Et puis, mettre de la végétation à la surface du sol, ça maintient un système poreux accessible dès la surface et ça maintient la capacité du sol à l'infiltration. Pour D'accord. autant, ce qui se passe dans le nord de la France, c'est que si un sol il a une réserve en eau utile disons, 180 millimètres, ce qui est beaucoup,
Et puis qu'on est déjà à l'automne, peut-être il est déjà rempli, je dis des chiffres un peu au Mhm, hasard, 50 mhm, millimètres. mhm. Bah voilà, s'il tombe 300 millimètres, on a beau faire ce qu'on Ça, veut, ça ça, il n'y a pas déborde. de solution, hein, ça déborde. Et puis un deuxième axe sur lequel peut-être je peux apporter aussi un éclaircissement, euh, on est tout à fait capable à l'heure actuelle de faire des simulations sur des grands territoires, y compris au niveau global de ce que sera l'agriculture, l'alimentation en 2100, parce que on a des modèles de changement climatique, ce sont ceux que nous propose le GIEC. On a des modèles de changement d'usage, on peut tout à fait simuler ce que sera la production agricole dans 2050-2100. Mais ces modèles globaux, ils souffrent actuellement du fait que on sait faire changer plein de choses, on sait faire changer le climat, on sait faire changer les usages, on sait même faire changer les pratiques. On peut tout à fait simuler des pratiques qui vont être plus ou moins résilientes, mais on ne sait pas faire changer les propriétés du sol. Et donc, pour l'instant, on travaille à propriété du sol constante dans ces grands D'accord. modèles globaux. Et pour autant, on sait que sous l'effet des changements d'usage et des changements de pratiques et du changement climatique, même des caractéristiques du sol qu'on considérait comme stables au cours du temps, c'est-à-dire au cours de quelques générations, eh bien, en 2100, ça ne sera plus les mêmes. Et rien que le fait que, je vous le disais, en 2100, eh bien, la teneur en eau du sol, ça sera toujours les moyennes les plus basses de ce qu'on voit actuellement, ça signe bien que le sol va se comporter différemment. Et là, Bertrand, on est dans une vraie question de recherche sur laquelle on n'a pas encore apporté de réponse. Bertrand, vous souhaitiez compléter? Oui, juste pour compléter aussi, on a une méconnaissance du sol. Et donc, au sein de l'unité, avec les programmes du groupement d'intérêt scientifique sol, on travaille à finalement à améliorer la connaissance du sol. Et tant qu'on n'aura pas une connaissance assez fine des éléments du sol, on aura du mal à avoir des modèles fiables et stabilisés. On aura toujours une incertitude. Donc, si on veut aller vers une incertitude la plus faible, il faut vraiment on enrichisse et qu'on aille finalement observer le sol et qu'on centralise l'ensemble de ces observations. D'accord. Benoît Louchard, il y a une question pour vous de Clara Olaltz. L'OAD que vous avez cité, donc l'outil d'aide à la décision, est-il accessible et utilisable dans le réseau Chambre? Alors oui, il y a un détail que je n'ai pas dit au début, c'est que je suis aussi l'animateur du réseau national irrigation des chambres d'agriculture. Donc, je travaille à la Chambre d'agriculture de France à 20% sur le sujet Mhm. de l'irrigation. Et cette OAD est utilisable en effet pour le réseau chambre. Il est d'ailleurs enfin, il a été créé historiquement par la Chambre d'agriculture du Loiret. Aujourd'hui, il est en cours de nationalisation, donc c'est-à-dire qu'il est déjà mis en œuvre dans beaucoup de régions en France, relativement utilisé par les agriculteurs et toujours en déploiement. Il y a aussi, donc oui, hein, la réponse est bien sûr oui, c'est utilisable par le réseau des chambres parce que c'est utilisé par le réseau des chambres déjà aujourd'hui. Donc j'invite cette personne à me recontacter ultérieurement pour plus de précision. D'accord. Je vous pose la question que j'ai posée à Bertrand. Le changement climatique, vous l'intégrez comment, vous, dans vos bilans hydriques, si tant est que vous l'introduisiez? Oui, c'est pour moi, oui, ok. Ah, ben, c'est pour vous, oui. Oui, oui, alors le changement climatique. Donc cette OAD, donc il y a un site internet aussi, NetIRIG, il s'appelle. Il y a un site internet qui permet de voir l'OAD, hein, enfin, voilà, le fonctionnement. Donc c'est bilan hydrique. Et en plus, c'est un OAD qui nous permet des visions prospectives dans les scénarios de changement climatique à horizon donc 2050 et 2070. Donc il y a aussi pour aller jusqu'au bout, hein, le changement climatique. Donc, c'est l'objet de beaucoup de chargés de mission dans le réseau des chambres qui cherchent à anticiper dans la vision stratégique des entreprises le changement climatique. Et récemment, on a mis en œuvre aussi un projet qui s'appelle Cargo, qui permet de capitaliser toutes les connaissances des champs d'agriculture historiques sur la gestion de l'eau, vraiment tout ce qu'on sait faire d'un point de vue technique, et aussi de fédérer aussi les chambres sur tous les projets communs Mhm. et les projets développés en fait sur l'efficience de l'eau. Et ensuite, pour partager les expériences, partager les connaissances. Et par rapport au changement climatique, on a carrément développé aussi un diagnostic d'exploitation qui permet vraiment, au niveau vraiment le plus local, individuel, de voir sur l'exploitation son fonctionnement actuel par rapport à l'entrée eau, je vais dire même avec ou sans eau, hein, il y a aussi ça, et aussi à quoi s'attendre dans des horizons moyen terme et long terme. Voilà, donc vraiment, le changement climatique, j'insiste, c'est une préoccupation majeure, hein, et Mhm. prioritaire au niveau des champs d'agriculture que l'on considère
dans beaucoup de projets, et je vais même dire la plupart des projets qui sont en lien avec l'eau en tous les cas. Noémie pousse toujours sur le changement climatique. Et une question là qui revient d'Eliott Boula, mais que j'entends tout le temps, et qu'on entend tout le temps en télé, où on me demande d'ailleurs, on me pose la question en télé, et j'ai pas souvent de réponse. Les arbres, est-ce qu'ils alimentent la pluie? Autrement dit, est-ce qu'il pleut là où il y a des arbres? Si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il pleut là où il y a des arbres, Dépend. c'est ça? Ça vient Euh, toujours de la je- mer. euh, alors, oui, il y a des études qui montrent que les arbres sont capables de produire un gaz qui va créer en fait le noyau des, des nuages en fait. Donc, qui va provoquer la création des nuages. Après, voilà, majoritairement quand même la pluie, ça vient de phénomènes, enfin, ça vient pas de la forêt, quoi. C'est pas la forêt qui crée la pluie, mais par contre, la forêt a la capacité de créer, enfin de d'émettre des composés chimiques qui vont Mhm. donc créer les nucléus des nuages. Des aérosols, c'est ça. Oui, des sortes d'aérosols. Ouais. D'accord. Ce qui était les bons vieux diesels avant dans les villes, hein. Là où il y avait de la pollution, bah, il y avait moins de hausse de température liée au changement climatique. Il y a une question, alors je ne sais plus qui l'a posée, qui vous demande à tous le rôle des champignons mycorhiziens dans le sol pour la captation ou le captage par les racines de l'eau, y compris en profondeur. Vous battez Du pas, hein, Noémie? Oui, si, si. Ben, nous, en forêt, on sait que les mycorhizes jouent un rôle fondamental hein, dans l'alimentation en eau et en éléments nutritifs pour les arbres. Déjà, le réseau mycélien est beaucoup plus fin que la racine, donc est capable de prospecter un volume beaucoup plus important. Mhm. Et il y a vraiment une symbiose, hein, donc c'est donnant-donnant. L'arbre va donner du carbone, enfin des sucres aux champignons, et le champignon va lui apporter les éléments nutritifs et l'eau. Donc, sans les mycorhizes, effectivement, l'alimentation en eau serait plus compliquée pour beaucoup d'essences forestières. Après, c'est difficile à documenter. Enfin, j'ai pas de chiffres précis là-dessus. D'accord. Il y a une question pour vous, Bertrand Laroche. Dans quelle mesure de Hubert Rivera, dans quelle mesure un sol vivant, alors je lis la question, hein, sain sur le plan physique, chimique et biologique, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain, c'est un vaste débat. Peut-il agir comme, donc ce sol vivant peut-il agir comme un agent filtrant et épurateur des polluants épandus dans les champs agricoles? Je vous avais posé la question tout à l'heure, je vous la repose parce que manifestement nous n'avons pas répondu aux attentes de cet internaute. Alors, est-ce qu'un sol vivant, ou quelle est l'ampleur du rôle épurateur du sol vivant? Ben, plus un sol est vivant, plus potentiellement il y a des organismes qui pourront dégrader les éléments qui sont présents dans le sol. Donc plus il est vivant, plus potentiellement il sera capable, enfin, d'épurer entre guillemets le sol. Mais ça reste quand même des phénomènes complexes et c'est pas toujours aussi simple, quoi. Mhm. Mais Oui, allez-y, pardon. non, non, j'allais redire que finalement, plus la vie est présente dans le sol, plus finalement les fonctions que remplissent le sol seront meilleures. D'accord. Alors, il y a un spectateur anonyme qui repose la question de l'eau utilisable par les plantes dans les cailloux, point d'interrogation, Isabelle Cousin. Manifestement, il faut remettre une couche sur cette idée-là. Voilà, il y a des racines qui vont jusque dans la roche, qui vont chercher de l'eau, qui dissolvent la roche. Enfin, réexpliquez-nous ça. Alors, les cailloux sont des milieux poreux. Donc, en tant que tels, ils peuvent possiblement stocker de l'eau. Et effectivement, on l'observe. On l'observe sur un certain nombre de situations, notamment en milieu sédimentaire. Je dis en milieu sédimentaire parce que c'est surtout sur ces espaces-là que nous avons fait des études. C'est une étude que nous avons conduite avec Arvalis il y a assez longtemps et qu'on reprend ces prochains mois. Finalement, est-ce qu'il y a de l'eau disponible dans les cailloux? La réponse est oui. Et on a fait des mesures pour exprimer la proportion d'eau que les cailloux peuvent apporter au réservoir en utilisable. Ça va peut-être vous étonner, mais ça peut être jusqu'à 60%.
de la réserve en eau qui peut être contenue dans des cailloux. Alors, dans des cailloux calcaires très nombreux, très altérés, des situations très particulières, mais qui existent. Et on a fait des travaux de modélisation avec Arvalis il y a quelques années où on a montré que si on ne tenait pas compte de l'eau qui était contenue dans les cailloux, eh bien, on pouvait fortement surestimer les besoins en irrigation. Et donc, on a tout à fait intérêt à, quand on qualifie le réservoir en eau des horizons de sol, on a intérêt à qualifier le réservoir en eau de ce qu'on va appeler la terre fine, mais aussi de cette partie caillouteuse pour pouvoir calculer au plus juste le réservoir en eau de l'horizon de sol. Et je voulais dire autre chose, et ça va me revenir. Ça va vous revenir. Je passe la Voilà. parole à Benoît Louchard. Vous tenez compte de l'eau qu'il y a dans ces roches, Benoît Louchard, dans vos modèles? Alors, en effet, on va tenir compte de toute l'épaisseur de sol, et on peut parler de roches dans les sols, de ces éléments-là. On va tenir compte de toute l'épaisseur de sol exploitée, utilisée par le profil racinaire. Voilà. Mhm. Donc, le pilotage d'irrigation et notamment le coefficient culturel tient compte des évolutions et des besoins de la plante, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi donc du coup du développement tout simplement dans le métabolisme de la plante, de son développement et de son étendue racinaire. Ça veut dire qu'on a fait des décennies de travaux visant aussi à mieux caractériser l'exploitation du profil racinaire dans le solum, dans le profil, dans le sol, quoi, Mhm. hein, tout simplement. Donc oui, hein, on utilise bien sûr la dimension des cailloux. J'ai entendu aussi parler de la vie du sol. On parlait de Mhm. mycorhizes tout à l'heure. Vous aurez peut-être des échanges prochainement, ou du moins lundi, en tous les cas, si vous allez à la Journée mondiale des sols à Orléans, des échanges avec Cédric Berger, qui Mhm. est un pédologue à la Chambre d'agriculture Mhm. du Loiret, qui travaille justement sur cet enjeu de la vie des sols, de la fertilité. On parle de fertilité biologique des sols avec notamment la macrofaune, macrofaune classique que vous connaissez à minima, je pense, les vers de terre, hein. Et on peut parler aussi de microfaune. Et dans la microfaune donc bactérienne, mais on peut parler vraiment de toute la composante vivante en fait, hein, qui contribue à la santé du sol. Enfin voilà. Bon, donc tous ces paramètres-là sont aussi considérés dans nos conseils agronomiques, dans nos pilotages de stratégie agronomique, hein. Je voulais le rappeler, hein. Très bien. Il y a deux questions de Christophe Barbeau et ensuite je passerai aux façons de gérer les sols. Les mycorhizes, je pose la question à vous quatre, hein. Les mycorhizes n'aiment pas les sols sans sucre. Bon, et pas de sucre si la plante a trop de phosphate disponible. Deuxième question, il insiste, Christophe Barbeau, que se passe-t-il dans les sols trop riches en phosphate agricole? Point de mycorhize, 200 mg par kilo de phosphate, trop riche pour les champignons du sol, donc peut-être pour le bon usage de l'eau par les plantes qui ont envie de se lancer sur cette question-là. Bon, Benoît Louchard. Oui, Noémie pousse. Vous avez appuyé sur le bouton avant votre collègue. Non, juste, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais effectivement, je vais compléter ma réponse de tout à l'heure. Je parlais d'ectomycorhizes, puisque ce sont celles qui sont en liaison avec les arbres. En milieu agricole, pour les herbacées, c'est les endomycorhizes. Donc là, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Donc, quand je disais que l'alimentation en eau et en éléments nutritifs était améliorée par les mycorhizes, c'était pour les ectomycorhizes. Et nous, clairement, il n'y a pas beaucoup de phosphore dans le sol, dans les sols Oui, forestiers. Donc, effectivement, certes. c'est peut-être un effet. Il y a peut-être un effet. Benoît. Oui, donc sur cette dimension-là, eh ben, pareillement, je n'ai pas de compétences d'expertise, je veux dire, dans la dimension mycologie ou mycorhize. Mhm, mhm. Donc là, je vais être en panne pour répondre immédiatement. Néanmoins, j'invite cette personne que je ne connais peut-être pas encore, je pense pas, mais à me recontacter ultérieurement pour chercher des référents, des experts, en tous les cas dans le réseau des agronomes. On n'en manque pas au niveau des champs d'agriculture pour répondre à ce genre de questions. D'accord. Alors, si je résume, un sol qui accepte de l'eau, c'est un sol qui a des petits trous, des gros trous, des moyens trous, sur lequel on va planter des plantes qui auront des racines plus ou moins profondes. En tout cas, Isabelle Cousin, ça veut dire, vous savez dans quelle dialectique on est? On est un pays de dialectique, on est un pays manichéen, labour, pas labour, bio, pas bio, etc. Donc, c'est un sol qu'on laboure un peu, où on laisse justement les racines et les vers de terre faire le travail à la place. Comment un agriculteur, dans ses itinéraires de culture, peut-il favoriser l'effet passoire sur ces sols? Alors,
Le combat Bon, du bio et de la là, conservation, ou bien le combat du physique et du chimique. Voilà, c'est un peu la oui, enfin, c'est question. pas le combat, c'est la dialectique est posée comme La ça, mais dialectique, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est sûr, on a été plusieurs à le dire, on a tout intérêt à imaginer d'utiliser le réservoir en eau sur toute sa profondeur. Et donc, une façon de faire, c'est d'imaginer des systèmes de culture, et ça se fait désormais de plus en plus, qui vont associer des plantes avec des enracinements différents, éventuellement à des périodes de semis un petit peu décalées, qui vont pouvoir exploiter le réservoir sur toute sa profondeur. Alors, est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on laboure pas? C'est un débat trop vaste pour qu'on on l'ouvre aujourd'hui, mais sur la question juste de la recharge du réservoir. Alors déjà, labourer, pas labourer, ça va modifier la structure du sol dans son horizon proche de la surface. Ça va pas beaucoup changer le réservoir. Par contre, ça va éventuellement générer de la porosité qui va favoriser l'infiltration. Mais par ailleurs, pourquoi des gens souhaitent ne pas laborer, c'est pour éviter de remettre des surfaces de sol en contact avec l'oxygène et donc de favoriser la minéralisation. Donc, il y a des choses qui peuvent être bien sur le plan physique et puis qui vont être moins bien sur le plan biologique ou microbiologique ou géochimique. Alors, je ne me hasarderai pas à donner un conseil sur cette question-là, mais ce qu'on va dire, c'est que comme on l'a dit au début, on a tout à fait intérêt à favoriser une, des ports de taille différenciée. Alors, soit par certes, mais comment moment, on on n'a fait? pas d'alternative à faire un labour parce que le milieu est trop Hum, tassé, il est trop dégradé, il y a trop d'adventisme. Ben voilà, on va générer de façon un peu épisodique des ports de grande taille. Mais si on a un couvert végétal quasi permanent, on va aussi stimuler l'activité biologique animale et végétale qui va générer des ports de taille différenciée. D'accord, on en revient à la Je vous couverture ai des fait sols. une réponse de Normand. Deux. Oui, Voilà. oui, mais une réponse nuancée pour le coup. Donc voilà, en gros, il ne faut pas s'abandonner au dogme quel qu'il soit et Oui. vous insistez, ça fait 3 fois quand même sur la couverture du sol. Ça maintient l'eau dans le sol et ça évite l'effet ploc. Benoît Louchard, bref, conservation des sols, certes, mais un petit peu de labour, ça fait pas de mal et on ne fout pas la conservation, pardon, la couverture du sol. Hmm. En effet, c'est typiquement ce que disait Isabelle dans sa réponse de Normande, c'est de Vous allez dire, faire Normand aussi ou vous allez... non? moi je vais être clair, je vais être Allez-y. d'une vision très agronome, c'est-à-dire que je ne peux pas apporter de réponse toute faite sur une question aussi complexe Mhm. et que la meilleure des réponses, c'est vraiment d'adapter justement la réponse au cas au cas par cas. Et il y a tellement de paramètres qui peuvent impacter. Et c'est d'ailleurs toute la limite de notre, de mon travail, d'ailleurs, qui est qui est souvent chahuté entre différents points de vue, de savoir vers quelle stratégie tendre. Et souvent, on arrive à d'ailleurs, des stratégies de gestion de l'eau, de politique de l'eau, de projets de territoire, on peut parler, enfin, de plein de projets, mais qui sont toujours justement adaptés au contexte local. Parce que vraiment, alors dire que on ne veut plus de labour. Bon, dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va impacter sur certaines composantes environnementales, mais aussi sur d'autres composantes pas forcément souhaitées. On veut remettre de l'infiltration et immédiatement, rapidement, voilà, un labour, là, pour le coup, ça prend son intérêt. On veut, au contraire, une couverture de sol. Bon, bah là, du coup, autre solution. Bon, voilà, ce qu'il y a, c'est vraiment, je pense qu'il est vain de penser qu'on peut avoir une réponse unanime sur ce sujet-là et qu'il faut vraiment aller au cas par cas en fonction des questions de l'agriculteur. Et ça, c'est, à mon avis, la meilleure réponse, qui finalement n'est pas du tout une réponse de Normand, mais qui est de dire adaptons le problème au contexte vraiment de la problématique locale. Mais ce qui veut dire, enfin vous dites ça, mais en même temps le monde agricole, il est un peu tenu de choisir entre des églises. Voilà, c'est la conservation des sols, boum, ou le bio, boum, ou l'agriculture raisonnée, ou l'agriculture conventionnelle. Là vous dites, et vous avez raison, c'est à l'agriculteur finalement à faire son choix mais à partir de données tirées de son expérience, mais de ses sols. Ça veut dire qu'il faut Oui, instrumenter les sols de tous les agriculteurs de France, mais ils ne le font pas tous, ça coûte cher. Qui va payer pour ça? Les données, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des questions aussi qui arrivent sur Internet. Je vous écoute. Il faut instrumenter. ouais. On ne peut pas conduire une ferme, développer des ateliers sans avoir
une instrumentation, une analyse finalement très scientifique du travail de l'agriculteur par ses sols? Mais il y a plusieurs. C'est énorme hein, comme question là. Bah oui. Il y a une stratégie de l'entreprise déjà. euh, Non, mais hormis se ça, ver- est-ce qu'aujourd'hui, et surtout à l'aune de la directive sol qui va un moment ou un autre, est-ce qu'il faut instrumenter les sols pour répondre aux questions que l'on se pose depuis tout à l'heure, par exemple? J'ai répondu encore une fois tout à l'heure. Pour le coup, la gestion de l'eau en France, Ouais. on a territorialisé la gestion de l'eau. On a renvoyé au niveau local les conjonctures locales qui définissent des Hum. problématiques locales, qui définissent ensuite une stratégie d'amélioration de la qualité de l'eau. Mais vraiment, on a laissé les politiques locales se saisir de leurs problématiques et d'en faire un plan, un schéma. Alors, on peut parler des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Les sages, voilà, Voilà, les mise en œuvre sages, par oui. les clés, mais à l'échelle de la parcelle, est-ce que c'est à l'échelle de la parcelle, est-ce que l'agriculteur doit posséder ses propres données, doit Ah, analyser ses sols systématiquement aujourd'hui? là, pour le coup, je pense qu'un outil de travail, s'il y a bien un outil de travail de l'agriculteur, c'est son sol. Oui. L'enjeu ou la nécessité pour l'agriculteur de connaître son sol, c'est la priorité. Enfin, voilà, connaître son sol, c'est important. Ça, c'est Mais clair. ça a un coût, ça. Ça a J'ai un pas coût quand d'autre même. chose. Alors, il y a des coûts. Alors, connaître son sol, quel est le coût derrière ça? Vous pouvez avoir du coût d'acquisition de données, donc coût d'analyse, coût Mhm. peut-être d'expertise, des choses comme ça. Euh, il y a aussi, d'ailleurs, sur les sols, je souligne un grand travail de fait, notamment par les chambres d'agriculture, aussi par l'INRAE, pour constituer des bases de données, des connaissances sur la cartographie française des sols. Je reste à ce niveau-là pour la vulgarisation volontairement. Et puis, au niveau aussi d'Orléans, il y a un conservatoire du sol. Mais vraiment, il y a des outils qui sont développés pour qu'on puisse à la fois que tout acteur puisse connaître le sol, et aussi pour permettre de l'acquisition de données par tout acteur concerné sur les sols. Bon, ce travail est en cours, il y a encore des zones à continuer, hein, bien sûr. C'est un travail de long terme, hein, cette cartographie des sols. Je vais parler aussi la comparaison que l'on voit notamment sur des sites de portail Internet où on a les cartes géologiques. Bon, ben voilà, il y a aussi le penchant pédologique qui Enfin, est l'échelle n'est pas énorme quand même. On est au au niveau 250 millième émergence. en général. Bon, il y a du 1,50 millième, il y a des fois du Bon. 1,25 millième, et Bon. puis aussi, il y a aussi, comme je vous disais, le coût d'acquisition de la donnée, où on est capable de faire de la carte très précise aux agriculteurs sur leur parcellaire. Cette carte qui ensuite peut être utilisée dans différentes choses, dans de la pratique en termes de fertilisation, c'est-à-dire que si on fait des analyses régulièrement, on peut savoir ce qu'il y a dans le sol aussi en intrants déjà présents euh, de fertilisants. Il y a aussi du réglementaire qui s'ajoute. Donc, vous avez notamment sur l'intrant azoté, la directive nitrate qui va faire des analyses, et ça, c'est de l'obligatoire, hein. Mhm. Donc, ça, c'est un coût. Donc là, je parle d'éléments d'acquisition de données avec des exemples. Mais il y a aussi du coût, en l'occurrence, dans la pratique même, du coût de matériel, en effet. On peut parler bah, pour le labour, on peut parler de matériel de labour, on peut parler aussi de versierie, on peut parler de plein de matériels différents qui tous ont un coût. De toute façon, l'agriculteur, je veux dire, pour son exploitation, il aura des dépenses dans les postes matériels. Mhm. Et après, je vous ai entendu aussi parler de bio, agriculture de conservation, agriculture conventionnelle. Je pense que, alors, opposer les cultures, je pense que c'est pas la solution la plus stratégique Non, non, que. moi je ne les oppose pas. Voilà, on met Bon, des églises et c'est à l'agriculteur de trouver le chemin qui y mène et pas de trouver son chemin par lui-même. oui, bah voilà, il y a aussi des instituts techniques qui sont là justement pour aider, Très bien. orienter et faciliter le travail des agriculteurs. Et je vais dire aussi, par rapport à ça, il y a aussi, je reviens, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu trop entre parenthèses, mais le mot filière, hein, bien sûr, le consommateur qui est là et qui peut aussi, enfin, qui a son rôle à jouer hein, pleinement. Mhm. Voilà. Question qui me vient, et notamment, elle a été supprimée, je crois, question Internet, il y en a eu deux, Isabelle et Benoît. Peut-être vous, Isabelle, voilà, on a bien compris, il faut laisser les sols couverts en permanence, culture intercalaire, etc. Mais s'il faut les irriguer pour qu'elles poussent, ces cultures, le bilan il devient catastrophique, non? Euh, Les cives irriguées, ah oui. Euh,
D'accord. Alors, de la vaste sujet. Ouais, mais on Donc n'a plus déjà, que quelques minutes. on n'a Donc, plus que quelques minutes. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, parce que j'ai vu passer quelques questions aussi sur justement les cultures qu'on met, est-ce qu'on les irrigue, est-ce qu'on les irrigue pas, est-ce qu'il n'y a pas mieux que du maïs, etc. Ce qui est sûr, c'est que avec la raréfaction de la ressource en eau, on va probablement limiter des systèmes de culture qui vont nécessiter qu'on irrigue fortement en période estivale, au moment où les manques d'eau sont cruciaux, mais que c'est le moment où cette plante, parce qu'elle peut éventuellement avoir des origines tropicales, c'est à ce moment-là qu'elle produit sa biomasse. Donc déjà, il y a une première chose qui consiste à se dire qu'on va aller vers des cultures qui vont être moins gourmandes en eau, plus résistantes à la sécheresse. On ne peut pas en faire une généralisation absolue, systématique et instantanée. Par exemple, on dit beaucoup qu'il faudrait remplacer le maïs par le sorgho. C'est vrai du point de vue de la ressource en eau. C'est vrai du point de vue des pratiques agricoles. La question, c'est, et ça, les éleveurs travaillent dessus, est-ce que finalement, les protéines qu'on apporte, est-ce que la qualité de fourrage est la même? Donc ça, c'est un autre débat qu'il ne faut pas occulter. Euh, on a, à mon sens, toujours intérêt à avoir un sol couvert, quitte à ce que il faille par moment irriguer un petit peu des cultures en mhm. souffrance. À mon sens, l'avenir de l'irrigation, c'est pas irriguer pour produire de la biomasse, c'est irriguer des moments cruciaux du développement de la plante, notamment à son semis, notamment dans ses premiers stades, pour qu'on lui permette d'avoir un petit peu de vigueur et qu'ensuite, avec ses propres ressources, elle puisse, elle puisse se développer par elle-même. On a fait une très belle expérience cet été sur le site INRAE de Nouzilly, où on avait planté des fourrages. C'était pour la Mhm. fête de la science. La fête de la science, vous le savez, c'est en octobre. Bon, bah voilà, on a planté des fourrages fin août en se disant au secours, c'est la cata. Pas du tout. On a mis 15 millimètres d'eau, ce qui était peu, et on a eu des fourrages magnifiques qui ont pu juste, avec cette quantité d'eau au moment du semis et de la levée, produire une biomasse importante. Alors, de nouveau, euh, en ce qui concerne l'irrigation, moi j'ai une réponse qui s'approche de celle de Benoît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralisation possible. Il y a des pratiques vertueuses qui peuvent être développées au cas par cas en fonction des systèmes de culture, du contexte climatique et du niveau de la ressource. Nos collègues du sud de la France travaillent sur des, des méthodes d'irrigation plus résilientes, celles que je vous ai décrites, c'est-à-dire qu'on va irriguer à des périodes spécifiques qui sont les périodes où la culture est en souffrance. Et puis on peut aussi avoir des pratiques dites éco-efficientes, c'est-à-dire que on va accepter que notre réservoir utilisable ne soit pas rempli à un niveau qui permettrait que s'exprime le maximum du potentiel de rendement, c'est-à-dire qu'on Mhm. va se dire, OK, j'accepte pas avoir un maximum de rendement, mais j'ai économisé sur la ressource en eau et cette pratique vertueuse, eh bien, la collectivité va me rémunérer pour ça. Donc, on a des tas de projets actuellement qui sont sur comment changer nos pratiques d'irrigation. Irriguer les cives, je ne sais pas si c'est la solution ou pas, mais en tout cas, si à un moment la question se pose, il faut en identifier les bénéfices et les risques sur les plans environnementaux et sur les plans économiques. Effectivement, et compenser la perte de revenus pour l'agriculteur d'une façon ou d'une autre et le rémunérer pour l'entretien, mine de rien, de ce réservoir utile qu'est le sol. Exactement, et pour l'ensemble des services écosystémiques qu'il fournit par son agriculture vertueuse. On en est encore loin, hein. Il suffit de voir le faible succès des PSE ou la difficulté de leur mise en place. Michel Raden, question pour vous, Noémie Pousse, hein. Je vois que vous vous sentez esselé. On ne parle que d'agriculture et pas de forêt. Bah, tiens, ça c'est pour vous. Dans le cas du changement climatique, que pensez-vous du choix du chêne pubescent sur sol contrasté hydromorphe? Je n'y comprends rien. Pseudoglais pour lesquels le chêne Cécile est actuellement l'essence adaptée. C'est juste pour avoir le bonheur de vous entendre à nouveau, Noémie. Oui. Alors, d'après la littérature, le chêne pubescent ne supporte pas l'engorgement temporaire. Le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de contradictions dans cette littérature-là, et le chêne est capable aussi de s'hybrider. Donc, par exemple, on a des chênes pubescents sur la plaine de la Garonne avec des argiles bien lourdes, bien asphyxiantes dès la surface. Bon, à proximité de chênes pédonculés, est-ce que c'est l'hybridation qui permet aux chênes pubescents, voilà, de supporter cette contrainte-là? Là, il nous manque tout un tas de connaissances, mais normalement, pas de chêne pubescent sur les sols à engorgement temporaire.
Ce qui m'amène à un petit thème, je sais pas, je peux commencer par vous, Bertrand. L'arbre dit paysan, la haie, il y a un plan haie qui vient d'être déposé par le gouvernement. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vu des ONG tout ensemble dire oui, merci, enfin un plan intéressant, intelligent, planter des arbres comme on en faisait avant. Évidemment, Benoît Louchard, je vous demanderai votre avis. Ça peut avoir un impact, Bertrand, sur un bon captage de l'eau en quantité et en qualité, planter des arbres en haie, en bosquet. Ben, comment... Moi qui viens d'une zone herbagère, donc bocagère, dans le Charolais, déjà il y a un Mhm. aspect visuel, je trouve que c'est beaucoup plus joli Oui, ça avec c'est les certain, oui. haies. Donc ça, il y a cet aspect-là. Après, je pense que ça joue un rôle par rapport à la limitation de l'érosion, à la limitation des transferts latéraux de l'eau. Donc il D'accord. y a un aspect positif quand même de l'implantation de haies ou d'arbres. Ça peut favoriser la circulation de l'eau, les racines d'un arbre, d'un arbuste, Isabelle Cousin. Il y a un effet haie sur la circulation d'eau dans le sol. Euh, Dans le sol, probablement, mais surtout à la surface du sol. C'est-à-dire que quand D'accord. on est dans des situations de pluie intense qui vont générer du ruissellement, eh bien, la présence des haies, la présence même de bandes enherbées, ça a été démontré depuis déjà assez longtemps que ça favorise l'infiltration, enfin, ça stoppe les ruissellements, ça favorise le dépôt des particules et ça limite la puissance des écoulements à la surface. Ça, c'est D'accord. un bénéfice très, très connu Et puis, Noémie l'a dit aussi tout à l'heure, quand on plante des arbres dont l'enracinement est beaucoup plus profond que les cultures annuelles, ils vont aller prélever de l'eau à d'autres profondeurs et donc ils vont pas être en concurrence avec la culture. Et c'est tout le bénéfice que l'on espère tirer de l'agroforesterie, où on va planter des arbres au milieu des cultures annuelles pour que ces deux cultures de rente, elles puissent aller puiser des nutriments et de l'eau à des profondeurs différentes, à des moments éventuellement différents, et puis faire activer ce que Noémie a déjà évoqué, à savoir l'ascenseur hydraulique, qui Mhm. cependant reste un sujet de controverse scientifique, mais plusieurs disent que oui, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, c'est l'association de cultures pérennes et annuelles, mais en tout cas de cultures à enracinement différencié, c'est toujours bénéfique. Donc, Benoît Louchard, il n'y a pas effectivement cette histoire de concurrence qu'on entend souvent dans la bouche des agriculteurs. Je ne vais pas mettre des arbres, j'aurai du rendement en moins pour mon blé. Je vous demande une réponse ou une réaction, si vous voulez, en moins d'une minute, parce En qu'on effet, s'achemine vers la fin. dans le monde agricole, il y a des discussions avec de la controverse. Et pour les champs d'agriculture, moi, ce que je peux dire, en tous les cas, c'est qu'on est sur des expérimentations là, sur ce sujet-là pour justement évaluer, savoir répondre à ce genre de questions. Et après, sur ce système de haies, dans certains milieux, il y a aussi une filière supplémentaire qui peut être apportée. C'est ça aussi qu'il faut considérer, notamment. Je pense au noyer, je pense aussi aux haies, aux bois énergie, des choses comme ça. Il peut y avoir des filières complémentaires autour de cet accès-là, mais encore une fois, je mets beaucoup de pincettes sur le côté, en effet, des échanges avec les agriculteurs aujourd'hui et l'acquisition de références que l'on est en train de conduire au niveau des champs d'agriculture par rapport à cet enjeu. C'était un des débats importants, hein, de la prospective ADEME 2050 pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Développer les haies, oui, mais il faut une filière. Oui, ça coûte cher. Le matériel coûte cher. Donc, bah, de toute façon, vous, la société, vous nous demandez plein de choses. Nous, agriculteurs, il faut un peu nous aider. En guise de conclusion, cette réflexion de Solène Malpel, je vous la lis, hein, de 2070 à 2100, Météo France met en avant des phénomènes plus... Ah non, c'était pas celle-là. Si, si, c'est celle-là. Des phénomènes plus extrêmes de sécheresse avec des épisodes pardon, pluvieux, plus intenses en France. Et finalement, ces phénomènes se produisent déjà en Asie, notamment avec les saisons sèches et les saisons des pluies. Et ils arrivent dans ces pays-là à s'adapter, notamment dans leur système de production agricole. Pourquoi s'inquiéter, Isabelle Cousin, Noémie Pousse, Benoît Louchard, Bertrand Laroche? Euh, Pourquoi s'inquiéter? Ben, plutôt, mais c'est exactement le propos, comment s'adapter en tirant bénéfice de ces expériences positives, alors avec des cultures aussi qui ne sont pas forcément celles de nos contrées. Donc, si on va vers un changement radical, quand on parle de faire évoluer les systèmes de culture, on reste quand même dans les cultures qui étaient celles de nos contrées. Si on va vers des cultures très, très, très différentes, il faudra que s'en suive le développement des filières ad hoc pour que les agriculteurs continuent d'être rémunérés pour leur production et j'imagine que c'est la même chose pour les forestiers.
Et figurez-vous que tout arrive dans le Cambrésis, une région qui est oubliée par tous, voilà, où je suis né, où mon père habite encore, où le sol est une surface plane dont la troisième dimension n'est arrivée récemment que par les champs d'éoliennes. Il y avait des cheminées d'usines qui n'existent plus. Eh bien, figurez-vous qu'on commence à refaire de la vigne. Voilà, on refait de la vigne comme on en faisait au XIIIe siècle. Alors, je ne sais pas si c'est les solaires, mais en tout cas, bah oui, les sols, peut-être d'une certaine façon, redeviennent propices à la vigne. On verra ce que ça donne. J'ai goûté. Bon, voilà, mais ça va aller mieux. Merci à vous quatre, Bertrand Laroche, Isabelle Cousin, Noémie Pousse, Benoît Louchard, et merci à celles et ceux qui nous ont permis de monter ces JMS et ces webinaires. Je les cite bien volontiers. La région Centre-Val de Loire, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la Commission européenne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bon, souveraineté alimentaire, ça dépend de ce qu'on met dedans, mais bon, peu importe. Les chambres d'agriculture de France, l'INRAE, Orléans Métropole, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et la Fondation Léa Nature. Mesdames, Messieurs, merci. Il est 15 h, on finit à l'heure et vous êtes encore 229. Vous fûtes jusqu'à 240.